Willkommen zurück beim Tag der Konrad-Adenauer-Stiftung. Das Thema Partizipation und Repräsentation ist der KAS ein Herzensanliegen. Neben mir steht Alexander Beribas. Er ist Referent für Europapolitik in der Beribas, porte-parole de la politique européenne, est à côté de moi. Il s'occupe notamment de la démocratie, du droit des partis politiques. Alexander, j'ai l'impression qu'on s'intéresse davantage parmi les jeunes pour la politique. J'observe dans les médias sociaux, il y a toujours des controverses, il y a beaucoup de débats. Et tout chacun dans son entourage parle de ça. Et en dépit des aspects controverses, des fois, il y a de la polarisation. Oui, je vois ça comme toi, Léa, la polarisation, la voit en Europe, au-delà. Il y a des parties de la société qui, pour ce qui concerne le compromis, le ressentent de manière affaiblie. Par exemple, pour ce qui concerne le sujet du climat, les différentes positions apparaissent non réconciliables. Ça peut être dur, mais c'est de ça dont il s'agit dans la démocratie. Aboutir à un résultat qui permet de faire en sorte que cela puisse être un compromis pour une grande majorité. Donc, on essaye aussi de voir comment ça se passe dans d'autres pays. Quelles sont les meilleures pratiques? Que pouvons-nous prendre pour inspiration, recopier sur les autres? Et je regarde aussi les discussions politiques menées à bien à l'étranger et je me réjouis du fait qu'on va parler de la participation citoyenne ici en Europe. Merci beaucoup. On a enregistré les discussions menées à bien. Il y a une interview avec Katja Leitz et on va passer à Greifswald. Il y a aussi là un événement de la CAS. Il y a un sondage, un outil est là qui vous permet de passer au vote. Ensemble avec Alexandre, tout à l'heure, je parlerai du vote, mais on commence par une contribution du bureau de la CAS au Chili. Santiago, Chile. Santiago, Chile, Gemeinde Santiago, Hier wird der erste kommunale Aktionsplan einer offenen Regierung in ganz Chile realisiert. Le premier plan d'action municipal pour un gouvernement ouvert dans tout le Chili. Il a été mis en œuvre par la Fondation Tribu avec le soutien de la Fondation Konrad-Adenauer et de l'ILPES de la CEPAL qui ont suivi les processus en tant qu'observateurs. Des représentants des autorités publiques, des résidents et des employés des administrations municipales ont participé à cette journée d'action communautaire. Il s'agissait d'un processus de création en collaboration qui a pris près d'une année complète pour rassembler les principaux intérêts et besoins de la communauté. Depuis 2018, avec le soutien de la Fondation, nous avons travaillé à la création du premier plan de gouvernement ouvert municipal au Chili. Pour Renca, ce fut une grande expérience et la participation de notre communauté qui a été importante. Nous pensons que la réponse à la méfiance actuelle à l'égard des institutions doit être plus de communication, plus de transparence et plus de responsabilité envers une communauté organisée de manière formelle. Mais que signifie un gouvernement ouvert? Ça veut dire une forme renouvelée de gouvernance. Les principaux piliers sont la transparence, la participation des citoyens, la responsabilité, l'utilisation de la technologie et de l'innovation qui renforce la mise en œuvre par ce biais. Le gouvernement ouvert cherche à renforcer le rôle de la citoyenneté en participant au plan d'action. Les citoyens sont associés aux décisions concernant les espaces publics en participant à des dialogues multipartites et à des forums réguliers. La communauté est impliquée dans tout le processus. Un plan d'action communautaire permet de progresser vers un gouvernement ouvert tout en respectant les normes établies pour ce type de gouvernement. L'un des résultats visibles est que les citoyens ont le sentiment de faire la différence dans
leur communauté. Donc, 5 engagements ont émergé à l'issue de ce processus. 3 ont été proposés par des citoyens et 2 par des représentants communautaires. La Fondation Konrad Adenauer promeut la démocratie fondée sur l'état de droit depuis plus de 50 ans. Le concept d'un gouvernement ouvert permet le dialogue ouvert, le dialogue participatif entre la commune, la politique et les citoyens. Les citoyens se réunissent plus souvent, peuvent s'ouvrir davantage pour leurs problèmes, car sinon ils restent généralement chez eux. Grâce à ces ateliers, ils se voient davantage, ils échangent, ils se découvrent les uns les autres. Tout le monde, normalement, est à la maison, il n'a aucune idée de la manière dont tout fonctionne. Et donc, le maire gère tout. Donc, là, on découvre enfin comment se passe le travail. Et s'il n'y avait pas d'intérêt, je le dirais, sans hésiter. Mais là, c'est la première fois que notre communauté se réunit. Il s'agit d'un pas en avant très important pour nous, les voisins, car nous voyons ici un changement que nous, les résidents de Renka, demandions depuis de nombreuses années déjà. Alors, sur ça, je vous souhaite cordialement la bienvenue ici dans le studio. On a déjà parlé de l'innovation, de la sécurité. Maintenant, chers spectateurs, on veut vous présenter un autre bloc thématique qui est le point d'orientation du travail de la CAS, la représentation, la participation. On a proposé pour vous un bouquet de sujets. On va à nouveau regarder vers l'Amérique latine, le travail de la Fondation CAS en Allemagne pour nous à titre de fondation européenne. On a aussi besoin de l'échelon européen. La Fondation Konrad Adenauer est représentée de plus de 100 pays et aussi dans des pays impressionnants, fascinants comme le Chili, la Colombie, et on reparlera de ces pays. Pour ce qui concerne le travail de la Fondation au Chili, on vient d'avoir une contribution et on va revenir sur ce sujet. Maintenant, on regarde la Colombie. Sans doute, vous avez entendu parler des protestations qu'il y a eu en Colombie. Cela démontre dans quelle mesure le pays traverse des tensions. Donc, c'est important pour le dialogue au sein de la société de le promouvoir. Et c'est ce que fait la Fondation depuis plus de 50 ans. La Fondation Konrad Adenauer contribue pour ce que la démocratie puisse être promue et pour qu'il puisse y avoir un état de droit. Nos collègues au Bogota vont vous expliquer le travail de la Konrad Adenauer en Colombie. Il s'agit du 30e anniversaire de la Constitution colombienne, des formes innovatrices de la participation des citoyens, les potentiels, les chances, les opportunités grâce à la numérisation et aussi de la question de savoir comment on peut parvenir à ce que notamment tous les gens puissent participer à la société de plus en plus numérique. Une boîte à outils va aussi être présentée qui a été élaborée grâce au soutien de la Fondation Konrad Adenauer et qui promeut l'idée de Open Government, donc contribuer à ce que les processus de prise de décision deviennent plus transparents et plus innovateurs. Cette année marque le 30e anniversaire de la Constitution politique de la Colombie, c'est-à-dire 30 ans de démocratie qui, en plus d'être représentative, se veut aussi participative. C'est une constitution jeune que les citoyens doivent encore intérioriser et mieux comprendre, notamment les mécanismes de participation. Lorsque, en 1991, la Constitution politique de la Colombie a été créée, l'intention était de donner de la stabilité à la démocratie et de créer des opportunités pour que les citoyens puissent participer et avoir une contribution politique. Cette participation ne se limite pas à l'exercice du droit de vote. Dans notre pays, il existe un grand cadre constitutionnel pour la participation des Colombiens. Par exemple, il existe un droit de pétition, de contrôle judiciaire, un droit d'appel et de référendum. L'approche de la vie publique ne dépend pas uniquement de l'existence de ces mécanismes. Elle inclut également la culture et la
participation directe des individus. Et c'est là où la Fondation Konrad Adenauer intervient. En Colombie, nous coopérons avec des organisations qui donnent leur contribution pour intégrer les citoyens, pour que ça soit intégré, le secteur public, et pour qu'on puisse promouvoir des projets innovateurs, notamment avec Exituto, nous développons les projets AGA et MEGA HPE. Il s'agit d'outils pour la mise en œuvre du gouvernement ouvert dans les administrations locales, grâce auxquels nous essayons d'ouvrir la voie à la participation des citoyens au processus décisionnel. Nous publions également, à l'intention de la société civile, un manuel du citoyen permanent qui explique les sciences politiques. Il y a aussi une plateforme numérique pour permettre d'intégrer la société avec Colombia Lida. Nous mettons en œuvre le programme de renforcement technique des communautés dans toute la Colombie. Par ce biais, nous visons à développer les capacités des institutions en matière de développement, gestion publique, d'ouverture et à une société transparente. D'autre part, la situation des leaders sociaux en Colombie est critique. C'est pourquoi, avec Mobilisatorio, nous avons élaboré un tweet destiné à tous les leaders sociaux de Colombie pour les aider à créer de nouvelles formes collectives et de nouvelles formes de participation. Certaines régions, en raison de leur spécificité, nécessitent une attention particulière lorsqu'il s'agit de renforcer le travail des leaders sociaux. C'est le cas de la côte pacifique colombienne et du département de Chocó, où nous travaillons avec l'organisation Pacifista pour organiser un cours de communication stratégique à l'intention de 15 femmes dirigeantes de tout le département. Depuis 2015, l'immigration de citoyens en provenance du Venezuela est une question cruciale pour notre pays. C'est pourquoi nous menons un projet avec Derecho Novencia pour améliorer la participation de ces personnes, notamment des femmes immigrées, par le biais de la formation et de la promotion. Malgré les progrès réalisés, nous avons encore toute une série de défis à relever. Comment réunir la connectivité, l'ère numérique et offrir davantage de canaux aux citoyens. Compte tenu du fait que 30% de la population colombienne vit dans des zones rurales, il est important de faire entendre leur voix et de lui permettre une plus grande participation. Il est également nécessaire que les institutions nationales et locales ouvrent leurs mécanismes décisionnels aux citoyens. Dans le même temps, il est important de reconnaître que la participation des citoyens est un dialogue à double sens. D'une part, les citoyens doivent apprendre à connaître le cadre dans lequel ils peuvent exercer une influence. D'autre part, l'État et les institutions doivent établir leurs canaux pour recevoir le message et tout chacun doit se tenir aux règles du jeu qui garantissent la transparence du processus de décision démocratique. Aujourd'hui, c'est la journée de la Fondation Konrad Adenauer. Nous avons le plaisir de vous présenter notre travail pour la démocratie en Colombie. Merci beaucoup de cette contribution intéressante. On vient de voir à quel point c'est important d'avoir des formes de participation à la fois analogues et numériques. Et dans le vidéo, il a été aussi soulevé quelle est l'importance des régions, des communes, car c'est là où la vie sociale se passe. Donc là, pendant cette partie de la conférence, lorsque l'on parle de la participation civique, on veut aussi regarder le travail de la Fondation en Allemagne. On prend donc l'exemple du forum de la Pommerie occidentale de Greifswald, une ville universitaire. L'université de Greifswald occupe le deuxième rang pour ce qui concerne son âge. Après Rostock, c'est l'université plus âgée que Greifswald. Là, il s'agit de renforcer la démocratie, d'essayer de différentes formes de la participation civique, voir comment les gens perçoivent les changements, comment ils essayent de trouver ensemble des solutions. Tout ça se passe dans le lab de démocratie. Ma collègue va vous présenter davantage ce lab de la démocratie.
Je suis Dana Fennert, responsable projet de la Fondation Konrad Adenauer pour le sujet Forger ensemble la démocratie Steinegger rue 20 à Greifswald. On a créé ce laboratoire pour vous, pour parler avec vous, pour qu'ensemble on puisse forger notre démocratie. Un an en arrière, nous avons ouvert ce laboratoire et avec notre bus de la CAS, nous étions à Usedom, Sennowitz, Pasewalk, même sur l'île de Rügen, Cottbus, Binz. On a visité de nombreux endroits. Demokratie ist natürlich ein wichtiges Fundament, auch gerade in Deutschland, auch mit unserer Geschichte. En Allemagne, de par notre histoire, il faut qu'on apprenne à discuter les uns avec les autres de manière démocratique. Même si on a 20% qui sont de droite, il y en a 80 qui ne le font pas, enfin qui sont de l'extrême droite, il y a 80% qui ne le font pas. Je ne pense pas que la démocratie soit en péril, mais elle se retrouve devant un grand défi. On essaye de re-remplir les espaces de vie culturelle notamment. Nous parlons de la possibilité de forger la démocratie tous ensemble. C'est un bon format, je pense, qui va se développer, qui pourra continuer à se développer. Les fondations politiques, avec la mission qu'ils ont, peuvent atteindre les couches larges de la société, c'est important. À titre de chrétien, j'essaye aussi d'exercer mon influence pour que les autres sachent que nous avons un créateur auquel nous appartenons. Cela peut amener du calme dans notre vie. On peut être zen. Il faut regarder le droit de vote démocratique, veiller à ce que la démocratie puisse perdurer. Il faut renforcer le centre, les courants qui sont là, que ce soit le corona, que ce soit le populisme, eh bien, tous ces phénomènes, il faut qu'on les regarde de plus près. Il faut veiller à la clarté, avoir des arguments clairs pour pouvoir dire pourquoi notamment le populisme à l'est de notre pays n'a pas lieu d'être. On a organisé une journée politique, on a parlé de l'extrémisme politique et religieux. Il va y avoir encore plus d'événements de ce genre. L'année dernière, c'était le 70e anniversaire de la loi fondamentale. C'était pour nous l'occasion de parler avec les jeunes, parler avec eux des droits fondamentaux. Par le biais de Poetry Slam, les jeunes ont formulé leurs propres idées. Tout chacun peut aspirer à la liberté, à la protection, et c'est bel et bien utile. Il faut donc la liberté d'opinion avant de heurter quelqu'un d'autre. Regarde si tu peux pas faire part de ton opinion sans blesser ton prochain. Alors, ici à Angermünde, c'est le Poetry Slam. Toi et tes lois fondamentales. On a discuté de cela. Comment est-ce qu'on perçoit les droits fondamentaux, liberté de presse, liberté de rassemblement. En voilà pour les droits centraux par rapport auxquels on a dit oui. Là, c'est clair, un droit existe. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. La Fondation Konrad Adenauer a proposé ce projet. C'était un événement unique. C'était un bon complément par rapport au travail avec les jeunes qui existent déjà ici. Ça devrait être le modèle général. Partout, le travail avec les jeunes doit être proposé. Eh bien, quand on fait du poetry slam, le
le droit fondamental de la liberté d'opinion, c'est important. L'article 2 est important. Le droit au développement personnel. Nous sommes un milieu assez divers et il faut que tout chacun puisse monter sur la scène et dire ce qu'il a à dire. Il faut que chacun puisse se développer, puisse développer son identité. Si on dit, mais quoi, vous êtes dingue, pourquoi vous criez? Je dis oui, c'est comme ça. Je suis libre de le dire. Merci beaucoup de cette contribution intéressante. Maintenant, nous pouvons entrer dans le laboratoire de la démocratie à Greifswald. Là, Madame Bremer nous attend, la gérante de la fondation Madame Letrari est là, et le directeur du bureau à l'étranger au Chili, Monsieur Klei. Je me réjouis d'avance d'une discussion intéressante. Merci beaucoup. Soyez cordialement les bienvenus. Donc ici, nous sommes dans le laboratoire de démocratie à Greifswald. Ici, beaucoup d'événements ont lieu par rapport au sujet de la participation dans notre société. Je m'appelle Silke Bremer. Et maintenant, nous allons avoir un débat consacré au sujet de la participation civique, participation dans la démocratie. J'ai ici à côté de moi Madame Adriana Letrari, fondatrice du réseau troisième génération Est, et Andreas Michael Klein, chef du bureau du Chili de la Fondation Konrad Adenauer, est parmi nous. Madame Letrari, le cœur de la démocratie se trouve dans les parlements et notamment ce sont les partis politiques qui ont cette tâche de forger la société. Dans les nouveaux Länder, le taux d'organisation est moins élevé que dans les anciens Länder. Il en est ainsi même 30 ans après la réunification. C'est dû à quoi? Chère Madame Bremer, merci tout d'abord. Je suis ravie de pouvoir être à Greifswald, dans le laboratoire de la démocratie. J'aimerais vous répondre à cela comme suit. Transformation en Allemagne de l'Est, tout ça, c'est une histoire compliquée. C'était compliqué déjà avant 89. Il y a deux développements qui se renforcent mutuellement. D'abord, on connaît le développement du territoire global de la République fédérale d'Allemagne, d'abord pour ce qui concerne l'engagement civique. Ça disparaît avec les générations plus jeunes, donc ça s'observe, il y a une certaine perte. Et puis ici, c'est un espace culturel où on en a fait des expériences très différenciées par rapport à ce que ça veut dire cohabiter avec un parti politique dans un pays. Donc là, je parle de l'époque avant 89 qui voulait même avoir une influence sur la vie privée. Il faut quand même tenir compte du fait que là, il s'agissait d'un régime qui finalement a pu décider sur la profession à retenir, comment s'organiser la famille. Donc, avant 89, ce n'était pas que des expériences positives qui ont été faites avec un parti politique. Et également, au-delà de 89, dans cet espace de transformation, il y a eu une union économique, politique et l'union culturelle, notamment
pour ce qui concerne le transfert de l'Ouest à l'Est, ça fait que ce moment si attendu de se montrer, de devenir actif soi-même, de déployer sa force politique, beaucoup de personnes finalement ne l'ont pas vu parce qu'il y a eu ce transfert de sa voix de l'Ouest à l'Est. Donc, on n'avait pas l'impression de pouvoir s'engager activement. Ça, c'est les deux raisons qui expliquent pourquoi les gens ne sont pas prêts à adhérer à un parti politique. Vous êtes donc gérante de la fondation bénévole Réseau Troisième Génération Est, sans doute. Vous avez une bonne marge de manœuvre pour réagir. Alors, Fondation du travail honorifique, qu'est-ce que vous faites pour promouvoir la participation? Quels sont les formats que vous utilisez par rapport à votre fonction? C'est relativement nouveau. Peut-être vous avez des idées par rapport à l'avenir de manière non conventionnelle. Peut-être vous utilisez de nouvelles méthodes qui vous permettront de vous attaquer à ce sujet. Depuis octobre 2020, je suis la nouvelle directrice de cette fondation consacrée au travail honorifique. On s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que nous existons. On a compris, oui, nous sommes un des moteurs importants de la démocratie. Donc, on voudrait faire ressentir notre force de propulsion. Donc, on peut lancer des initiatives bénévoles dans chaque petite ville. On peut promouvoir des activités. Beaucoup de petites associations s'appuient sur notre soutien. Nous pouvons donc réaliser des projets par ce biais-là et faire en sorte que des courants de droite puissent occuper des espaces et qu'après, ça devienne trop compliqué pour réagir par rapport à cela avec une initiative démocratique. Par ailleurs, nous avons aussi la possibilité de donner une consultation juridique aux associations. Et à partir de l'automne, nous allons organiser un programme car mon approche est la suivante. Les équipes qui s'occupent maintenant de bonnes idées, qui veulent faire des bonnes choses suite à la pandémie, il faut maintenant qu'ils passent à l'étape suivante. Il faut donc qu'ils se réorganisent. On observe de différents phénomènes. Il y a des associations qui sont trop vieilles, donc il faut promouvoir l'engagement des jeunes. Nous avons le sujet de la coopération. Des fois, des chemins à parcourir pour se rendre à une telle association sont trop longs. Donc, nous avons développé aussi un manuel avec notre propre approche. Donc, on a fait une liste d'analyse. Voilà, s'il y a un problème, il y a maintenant un outil de conseil. Le manuel donne de différentes pistes pour pouvoir s'attaquer aux problèmes. Donc voilà, on espère que pour le travail honorifique, il va y avoir un nouvel essor. Pour moi, c'est un lieu où on peut vivre l'expression démocratique. Et il ne faut pas qu'à la fin, ça soit juste une attitude hostile. Je peux aussi évidemment m'engager dans une association sportive. Ça aussi, c'est une expression démocratique, car c'est comme cela aussi que l'on a un échange d'idées. Merci beaucoup. C'est de bonnes structures, je dirais, qui ont été créées ici pour promouvoir la participation politique. Retournons en Amérique du Sud. Cher Andreas, je suis ravie de te voir parmi nous. Sans doute, tu vas confirmer pour moi. Aucun pays ne ressemble à l'autre. Chaque démocratie est différente. La participation comme un principe de base, eh bien, ça c'est propre à toutes les démocraties, ou ça devrait être propre à toutes les démocraties. Moi, ce que j'aimerais savoir, ça serait la question de savoir comment on s'y prend aux
Chili par rapport à ce sujet? Dans quelle mesure est-ce que les gens sont prêts à s'engager pour la démocratie, pour la société? Bonjour au Greifswald, Chile, à l'heure actuelle, se trouve en plein milieu d'un processus historique. Depuis le mois d'octobre 2019, il y a eu des bouleversements sociaux suite à l'inégalité que l'on peut notamment observer au Chili. Et suite à cela, ça a été exprimé avec beaucoup de violence. Donc, un processus constitutionnel a été entamé. D'abord, c'était sur la base d'une convention politique des différentes forces de l'opposition et du gouvernement. Ils ont invité la société à bien vouloir passer au vote. Si oui ou non, ils souhaiteraient aboutir à une nouvelle constitution. Donc, le référendum, déjà marqué par la pandémie, a quand même eu lieu. Une grande partie de la population a dit oui, on veut une nouvelle constitution. Donc, une mission directe a été donnée pour que ce processus soit entamé. Et 15 jours en arrière, il y a eu une élection par rapport à un rassemblement constitutionnel. Donc, dans les 9 à 12 mois à venir, on doit élaborer une constitution de par une assemblée constituante. Et une fois qu'il y a ce document, ce texte sera soumis aux gens pour qu'ils passent au vote. Et si une grande partie, 2/3 de la population, sont d'accord avec ce nouveau texte, cette nouvelle constitution va entrer en vigueur. La particularité par rapport à ce rassemblement est le fait qu'il y ait un grand nombre de candidats indépendants qui n'appartiennent à aucun parti. C'est pour la première fois qu'ils sont en contact avec la politique, avec des processus politiques qui ont été mandatés pour la première fois, qui ont été élus pour la première fois et qui maintenant doivent élaborer ce texte. Et on doit dire cela nous amène une grande perte de confiance par rapport aux partis politiques traditionnels et bien au-delà, pour le dire de manière positive, c'est aussi une grande expression de volonté de forger les choses. Beaucoup de citoyens qui se sont dit prêts à vouloir participer. D'accord, Andreas, avant d'être parti au Chili, tu avais été actif à Hambourg pour la formation civique. Là, j'aimerais savoir comment tu as fait, si tu compares les deux pays par rapport donc à la participation politique. Quelle est ta perception des deux pays? Pour toi, qu'est-ce qu'il y a comme point commun? Qu'est-ce qu'il y a comme différence? En fait, évidemment, la tradition est différente. Hambourg se trouve en Allemagne et est certainement déjà une avant-garde de la démocratie. À savoir, des référendums sont déjà ancrés dans la loi depuis les années 1990, dans le droit de la ville hanséatique de Hambourg, même au niveau communal et de l'arrondissement. Évidemment, nous n'en sommes encore pas là en Chili. Le Chili est donc comparable à l'ancienne Allemagne de l'Est. Leur mouvement démocratique est né dans les années 90, compte une large majorité de la population organisé une révolte contre la dictature de Pinochet et ça a inspiré aussi des mouvements et des développements européens des années 1989-90 et ont décidé dans des conditions très difficiles
contre la dictature de Augusto Pinochet et a inauguré la restitution de la démocratie au Chili en 1990. C'est donc le premier gouvernement démocratique qui a été élu. Depuis, nous avons une démocratie stable, forte, avec un président fort, mais les gens demandent plus aujourd'hui. Dans les 30 dernières années, Chili a certainement vécu un développement fantastique aussi au niveau démocratique, aussi en comparaison et surtout en comparaison avec les pays avoisinants de la région. Mais la constitution qui est toujours en vigueur et provient encore de la période dictatoriale. Donc, pour un grand nombre de citoyens, il est important aussi de passer à une époque plus démocratique, moyennant une nouvelle constitution. Et je pense qu'on va inclure dans cette nouvelle constitution aussi beaucoup d'éléments de la démocratie directe, y compris des référendums, des pétitions, etc., qui seront prescrits, qui seront ancrés dans cette nouvelle constitution. C'est donc les éléments qui existent dans d'autres pays, d'autres régions, telles qu'à Hambourg depuis de longues années. Donc, le pluralisme est réellement très typique d'une démocratie qui devrait être liée à une culture du débat. En Allemagne, ces dernières années, en particulier via les médias sociaux, la culture du débat s'ouvre. Est-ce que tu as fait les mêmes expériences ou semblables au Chili? Est-ce que c'est un sujet chez vous, au bureau, à l'étranger, à Chili? Est-ce que vous faites peut-être une contre-proposition à cette évolution? Oui, évidemment, c'est aussi un sujet à l'ordre du jour ici. La culture du débat telle qu'elle est menée via les médias sociaux a évolué fortement ces dernières années. Donc, la culture de débat traditionnel s'est affaiblie. Donc, il y a beaucoup de violence, il y a des fausses informations qui sont diffusées et donc il y a une lutte très violente, très dure. Et tant que Fondation Konrad Adenauer, nous essayons de faire une proposition aussi via nos partenaires. En ce qui concerne les fake news, nous travaillons par exemple avec un partenaire qui, moyennant une petite équipe, suit le débat politique et corrige consciemment ou inconsciemment les informations faussées sont diffusées. Donc, et cette correction est vérifiée par la suite par leurs propres canaux. Mais comme en Allemagne, comme ailleurs dans le monde entier, dès que, disons que des fausses nouvelles est diffusée via des médias sociaux, c'est très difficile de faire une contre-proposition, de le corriger, mais nous le faisons via nos partenaires. Les partenaires qui ne bénéficient de aucun autre soutien, qui sont d'une ONG, qui sont des journalistes, qui ont aussi une difficulté de survie au niveau économique. On essaie de les soutenir dans leurs efforts, dans leur travail. Madame Brunner, vous êtes très fortement engagée dans le réseau des enfants de la transition de l'Allemagne de l'Est. On leur dit qu'ils ont l'habitude de gérer des forts changements. Est-ce que ces jeunes gens sont prédestinés à prendre la responsabilité dans leur propre région? Il y a une seule réponse à cela, un grand oui, comme M. Klein vient de le décrire. En effet, le potentiel de la jeune génération est crucial pour les pays
dans lesquels la génération de celles qui commencent à prendre des positions et des postes de responsabilité, qui ont entre 30 et 45 ans environ, c'est la génération qui a grandi avec des parents qui n'ont connu que un régime totalitaire ou autoritaire. Donc, évidemment, ça a aussi une répercussion sur leur image de soi, sur leur volonté de participer au niveau politique. Donc, c'est absolument nécessaire pour l'Allemagne de l'Est, mais également pour le Chili, que cette génération devient consciente de cette possibilité, car ces jeunes gens nés au moment de la chute du mur ont eu la chance de grandir dans une démocratie, mais aussi de voir comment leurs parents ont vécu la dictature. Donc aujourd'hui, les postes se libèrent et il y a un autre phénomène des années 90, à savoir que ces jeunes qui ont quitté dans les années 90, l'Allemagne de l'Est reviennent aujourd'hui, veulent prendre des responsabilités. Et je suis convaincue à 100% que cela peut avoir aussi un rayonnement sur la génération de leurs parents et de leurs grands-parents, à savoir quand ces générations voient que leurs enfants, leurs petits-enfants sont prêts à prendre des responsabilités, qu'ils regagnent en confiance et ainsi qu'ils peuvent également co-décider moyennant dans une démocratie qu'ils ont atteint eux-mêmes en 1989. C'est très intéressant vos observations. Nous allons revenir à M. Klein au Chili. Donc le sujet de la participation est un sujet très important pour la Fondation Konrad Adenauer. Comment au Chili vous abordez ce sujet? Quelle signification ce sujet a? Pourrais-tu donc parler très rapidement de l'importance de ce sujet? Oui, la participation en général est un des sujets centraux pour la Fondation Konrad Adenauer Chili ici même. Comme c'est que vient de dire, c'est très important pour la jeune génération ici ont grandi ces 30 dernières années, qui peut-être ont encore vécu en partie en tant qu'enfants ou adolescents la dictature, qui ont aussi des expériences dans la société civile, qui ont une idée de la vie participative totalement différente. Et dans ce cadre, nous travaillons avec des maires, des représentants des municipalités, de justement d'introduire des nouveaux éléments de la participation citoyenne dans leur politique communale. C'est un projet très important qui est reconnu maintenant par l'organisation CEPAL et qui est aussi soutenu par eux. Merci beaucoup à vous, Madame Leterrier. Merci à toi, Andreas au Chili. Je crois que lors de cette brève discussion, il est devenu évident que le soutien de la participation est crucial pour l'évolution d'une société démocratique. Comme cela a été mené à bien Greifswald, ici à Greifswald, sera discuté maintenant. Je passe la parole à Dana Fenat, qui parle à une artiste qui s'est engagée dans ce projet de participation démocratique. Donc, Madame Fenat a la parole. Merci beaucoup à Zeke Bremer. Nous sommes actuellement à Greifswald, dans le port de plaisance du musée. Et je me réjouis, je suis ici avec Teresa Steiglin. Tu es poète, slammer, auteur, écrivaine et parolier. Tu es né et tu
tu fais des études ici à Greifswald. On a pu coopérer avec toi dans le cadre de ce projet de la participation démocratique. Qu'est-ce qui t'a motivé? Oui, c'est très intéressant. Nous avons fait connaissance au printemps dernier, avant la crise du corona. En fait, déjà à l'époque, je m'intéressais à la politique, mais je ne savais pas trop comment aborder les questions de la politique. Peut-être que c'est pour cela que j'ai attiré votre attention. Et quand la pandémie s'est montrée, je trouvais ça de plus en plus important de travailler avec vous, car le mot de la démocratie a gagné importance davantage au cours de l'année passée. Teresa, nous avons fait appel à un cours de poésie ensemble et dans le cadre de notre voyage en bus de la poésie, nous avons travaillé ensemble. Quelle expérience était particulièrement importante pour vous dans le cadre de cette collaboration? En fait, le séminaire d'écriture a eu lieu en ligne, malheureusement, mais c'était pas grave parce que cela nous a permis d'attirer beaucoup plus de gens d'une zone géographique plus large. Donc, je trouve que ça, c'est fantastique quand on travaille en ligne, en fait, en virtuel. Mais en fait, le tourbus de la poésie, je trouvais ça super intéressant parce que on est rentré en conversation avec des gens très divers qui étaient intéressés également par la politique, qui voulaient rentrer en conversation avec nous. C'était vraiment existant. Il y avait des gens qui ont discuté avec nous pendant des heures dehors sur la politique du corona. Rostock, c'était vraiment superbe. Quand il y avait des adolescents qui se sont présentés, qui au départ étaient très sceptiques, qui nous ont dit, eh bien, vous voulez juste avoir toujours les commentaires et entendre ce que vous voulez entendre. Et ensuite, on a développé de la poésie à savoir ensemble. C'était magnifique et j'ai eu vraiment un débat super intéressant sur la politique, les partis. Je trouvais ça super intéressant de m'échanger avec eux. Et puis, notre arrêt Astraldund était aussi très bien. D'ailleurs, au niveau touristique, c'était aussi exceptionnel de voyager un petit peu. Je trouvais ça vraiment une initiative superbe. Et vous avez mentionné de cette poésie en chaîne que vous avez développée ensemble. Est-ce que tu peux expliquer ça? Voilà. Il s'agissait des petites feuilles A5 sur lesquelles on a noté, quand je pense à le Mecklembourg-Poméranie occidentale, je pense à 3 points. Et ceux qui nous ont rejoints sur place pouvaient prendre des notes. Je l'ai lu et j'en ai fait un calendrier d'avant à la fin de l'année, car ce n'était pas mes voix, pas mes textes qui sont exprimés, mais il s'agissait des textes des gens qui étaient tout simplement des citoyens. Donc c'était une participation citoyenne proprement dite. Si tu peux parler en tant que citoyen, est-ce que tu penses qu'avec les formats que nous avons choisis, le bus poésie, etc., donc le slamming, on a atteint les jeunes? Oui, on a justement échangé avec les jeunes. Eh bien, le slamming, maintenant, c'est arrivé même dans les livres d'école. Donc, et ça serait bien, par exemple, d'organiser un atelier de rap ou de graffiti, d'art urbain. C'est vraiment un art qui évolue très fortement. Il y a d'ailleurs vraiment beaucoup d'activités dans ce sens ici à Greifswald. Ça m'a vraiment plu et je peux que le recommander. Merci beaucoup, Teresa. Et je rends la parole de Greifswald au studio de
Berlin. Merci beaucoup à Greifswald, dans le nord de l'Allemagne. Nous avons parlé beaucoup de la participation citoyenne au Chili, en Colombie, en Allemagne. Un niveau ne peut pas manquer l'Europe. L'Europe pour la Fondation Konrad Adenauer est pas un accessoire. Non, c'est inévitable, c'est absolument essentiel. Donc, je me réjouis tout particulièrement de parler en détail maintenant de la participation citoyenne dans le cadre de l'Europe. Et dans ce cadre, je me réjouis de donner la parole et d'accueillir ici Dr. Katja Leikert. Elle est vice-présidente du groupe parlementaire CDU-CSU au Bundestag et responsable de la politique européenne et des droits de l'homme. Madame Leikert, vous voyagez beaucoup, non seulement dans notre pays, à Hanau, dans votre circonscription électorale, en Europe. Qu'est-ce que l'Europe signifie pour vous en 2020-2021? Quand vous regardez dans le monde entier, l'Europe, l'Union européenne est presque un miracle politique. Je crois qu'on peut le prétendre quand vous voyez qu'il y a 27 pays qui se réunissent pour se mettre d'accord sur une réglementation, une législation commune. Si un prix à décerner pour la plus belle idée politique à côté de la démocratie, le prix de la beauté sera accordé à l'Union européenne. Évidemment, l'Europe est un espace de la liberté individuelle. On peut voyager, travailler, etc. En tant que citoyen européen, vous pouvez le faire sans limite. Et en tant que député, je vois aussi que c'est un espace de la prospérité. Quand je vois ma circonscription et les entreprises chez moi, même en Europe, dans ma propre circonscription, les entreprises livrent plus de 50% de leurs produits en Europe et garantissent aussi notre prospérité. Donc, l'idée de l'Union européenne est magnifique, mais aussi très efficace au niveau de sa mise en œuvre. Et donc, un espace dans lequel j'adore vivre. Nous voudrions profiter de cette occasion pour parler d'un processus, de discussion qui a démarré il y a peu de temps, à savoir la conférence sur l'avenir de l'Europe. De quoi s'agit-il dans ce processus de participation citoyenne? Bon, nous voyons dans l'Union européenne qu'elle est confrontée de plus en plus à des questions qui ne peuvent être résolues que dans une grande communauté. Évidemment, le changement climatique, mais aussi la numérisation ne peut pas être résolue ou mis en place au niveau national. Nous avons réellement besoin d'un marché commun pour se positionner bien au niveau mondial. Donc, il est très bien de faire participer les citoyens de long large à travers les frontières en Europe. Et j'ai regardé la plateforme mise en place en ligne. Il y a plus de 15 000 citoyens qui y ont déjà participé. Donc, cet écho, cette résonance vous manque à quel point les citoyens européens aiment participer et justement aiment soumettre des propositions et réfléchissent à l'avenir de l'Europe. Dans le passé, il y a eu d'autres processus de participation citoyenne, d'autres réflexions, processus divers, dans le cadre desquels on a réfléchi sur comment rendre l'Union européenne plus agile, plus proche des citoyens. Qu'est-ce qui est différent dans ce nouveau processus, en fait? Bon, je pense ce qui est vraiment convaincant, c'est que ces plateformes numériques sont bien utilisées. Je suis vraiment enthousiaste de découvrir qu'il y a tant de citoyens qui participent déjà. Donc, c'est fantastique de voir qu'il y a des néerlandaises font des commentaires sur les propositions espagnoles. Donc, c'est un processus qui a lieu dans toute l'Europe. Tout le monde se fait le login. Donc, participer à, par exemple, un événement qui a lieu en Italie et s'engager. Il y aura 4 dialogues
transversale à Dublin, à Maastricht, à Florence et notre ville. Et les citoyens et citoyennes auront aussi la possibilité de participer au processus décisionnel et des débats avec les politiques. Peut-être qu'en tant que député du Bundestag, vous pourriez nous parler aussi le rôle des participations citoyennes au sein du Bundestag au niveau européen. En tant que politiques nationaux, sont en échange très étroit avec nos collègues à Bruxelles. Eh bien, il y a différents niveaux. Depuis 2013, je suis donc députée du Bundestag et j'étais pendant quelques années responsable de la politique de santé. De temps en temps, on est allé en Bruxelles. Nous sommes échangés aussi sur ces questions, mais c'est toujours organisé au national. Et la pandémie nous a montré qu'il faut un échange plus étroit, qu'il faut s'accorder plus étroitement. Il y a d'autres domaines qui sont plus communautaires, tels que l'agriculture, mais aussi la politique d'économie et numérique. Ce sont des domaines dans lesquels il y a un échange étroit, traditionnels qui sont étroitement accordés avec Bruxelles et donc c'est très important pour nous aussi en vue de nos intérêts nationaux de rester en échange étroit et au plus tard quand on parle des finances et du budget, eh bien en tant que Bundestag on nous implique surtout dans le fonds de couvrement. On a été demandé dernièrement à savoir dans quel secteur faudrait-il vraiment dépenser de l'argent. Il est très important de l'accorder à des secteurs porteurs de l'avenir, par exemple le secteur de l'hydrogène. Nous sommes impliqués et engagés très fortement dans ce sens, mais aussi quand on parle de l'adhésion des nouveaux États. Ces dernières années, on a fortement une discussion très controversée sur la Macédoine du Nord et l'Albanie, où le parti parlementaire, la CDU-CSU, s'est engagé à formuler des critères avec les partenaires de la coalition. Malheureusement, il y a d'autres partenaires en Europe qui étaient contre, mais en tout cas, le Bundestag a une voix très importante dans les cadres. C'est différent de l'Assemblée nationale française, où c'est vraiment très limité cet échange. Mais nous, ici, surtout en tant que politiciens responsables des questions européennes, nous avons un échange très étroit avec nos collègues à Bruxelles, surtout aussi avec les collègues au niveau des Länder, où il y en a aussi beaucoup parmi nous qui ont aussi des mandats au niveau municipal. Donc, ça a vraiment un caractère presque fédéral en ce qui concerne l'intensité des échanges. Merci beaucoup, Madame Leikert. Cette conférence sur l'avenir est donc, composé de différents éléments. Vous avez déjà parlé de la digitalisation, mais il y a aussi des forums citoyens basés sur le hasard, à savoir, on est sélectionné selon un principe par hasard, disons, basé sur le hasard qu'on est choisi. Pourriez-vous vous imaginer que ces types de forums citoyens deviendront un élément fixe, régulier au niveau européen? Je trouve que c'est un processus très positif, bien organisé par l'Union européenne, de non seulement impliquer les représentants et acteurs européens des parlements nationaux, mais aussi de faire participer les citoyens et citoyennes directement dans ces forums. Les citoyennes et citoyens auront de telle manière une autre possibilité plus forte de s'engager, de faire entendre leur voix et leur opinion. En fin de compte, les résultats de ces forums seront utilisés comme base pour formuler dans les forums officiels où il y a des députés élus, de les discuter dans ces forums et aussi d'en déduire des propositions
concrètes au niveau législatif. C'est pour ça que je pense que ces forums citoyens sont vraiment un mélange très réussi. La conférence sur l'avenir a aussi prétend aussi veut absolument atteindre et impliquer, engager tous les citoyens, citoyennes partout. Comment s'assurer d'intégrer tout le monde, même ceux qui sont désintéressés par la politique ou ont même quitté le discours démocratique. Ce que je trouve bien, c'est que sur le site web de la Commission européenne, qui est déjà très fréquenté aujourd'hui, propose toutes les langues officielles pour que tout le monde puisse s'exprimer dans sa propre langue, par exemple en allemand, pour ne pas avoir donné un caractère trop exclusif à ce type d'échange seulement en français ou en anglais, par exemple. Et en complément, il y a aussi au niveau national, régional et local d'autres conférences qui sont organisées. Je ne peux qu'encourager tous les collègues d'organiser ce type de débat et c'est vraiment, comment dire, une grande demande aussi lancée par la politique d'organiser ce type d'événements, même dans ma propre circonscription. Il y a aussi une autre idée lancée par cette conférence sur l'avenir, c'est-à-dire de marier différentes voies multiples et controversées. N'est-ce pas un défi herculéen à savoir est-ce que c'est le prochain pas pour devenir une fédération européenne? Les nationalistes se rendent certainement compte. Comment s'assurer que cette conférence sur l'avenir sera une contribution de dire que nos éléments communs sont plus importants que les idées qui nous divisent. Je trouve que c'est un sujet très, très intéressant, M. Beribet. Et je ne sais pas combien de fois et avec combien de personnes j'ai déjà discuté sur cette question. L'idée de l'État fédéral d'Europe, oui ou non, sera certainement une question d'avenir. Et on peut évidemment discuter en théorie, mais ce qui est important également, c'est que nous le discutons souvent du point de vue allemand qui, sur la base des fédéralistes, qui ne va pas de pair avec les idées d'autres idées, comme aux États-Unis, qui est né de différents États indépendants fédéraux. Je trouve que c'est vraiment très intéressant de mettre en avant que l'Europe est un système sui generis, quelque chose qui s'est vraiment formé de manière autonome. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'aborder la question pratique au lieu de discuter une question théorique, à savoir ce dont avons-nous besoin aujourd'hui pour vraiment assurer l'avenir de l'Europe. Pour moi, en tant que politicienne, en tant que citoyenne, en tant que mère de famille, c'est important d'assurer un espace européen qui assure vraiment une qualité de vie, notre façon de vivre à l'européenne et aussi justement de défendre contre un État comme la Chine. Cela devrait être notre engagement, notre ambition et voilà pourquoi le point de départ qu'Emmanuel Macron a décrit de la manière suivante, à savoir que l'Europe ne peut maintenir la souveraineté en cédant de la souveraineté, à savoir qu'il faut avoir une forme supérieure de la souveraineté européenne qui, en fin de compte, nous protégera. C'est ça la question qu'il faut discuter, à savoir dans quel domaine il faut renforcer la coopération pour survivre, pour rester fort au niveau global. Voilà la question que je trouve beaucoup plus intéressante et qui, à mon avis, aussi qui nous réunit,
Voilà pourquoi il est important de se concentrer sur les aspects communs au lieu de se diviser par les questions techniques. Ce ne devrait pas être le résultat de la conférence. Ne faudrait-il pas aborder cette question de manière très sensible de la souveraineté? Oui, Emmanuel Macron je es beschrieben hat. pense Wir erlangen eben c'est nur eine assez höhere vrai. Form der Le Souveränität, descriptif wenn de wir uns auch Macron, wirklich une forme die Frage supérieure stellen, de la wie souveraineté, statten ça wir peut die seulement europäische Ebene, exister die si on Europäische se Union pose la insgesamt question de so savoir aus, dass comment wir in der Welt, im on globalen façonne Wettbewerb bestehen. le Und da werden niveau wir nicht européen de bestehen, sorte wenn que wir l'on nur puisse tenir national bon versuchen, face à la die compétence Spielregeln internationale. für Donc seulement à Details l'échelon festzulegen. Wir brauchen national, einen fixer les règles digitalen des Binnenmarkt. Da jeux kommen wir pour nicht le drum herum. numérique, Wir werden ça auch ne va das pas Weltklima suffire. Il nicht retten, faut wenn un wir marché hier in intérieur numérique Bruchköbel, et Hanau oder le Deutschland climat alleine versuchen, mondial, on ne peut pas hehre le sauver Klimaziele si seulement festzulegen. à Das schaffen wir noch nicht mal Hanau europaweit, aber es ist et wichtig, dass on Europa den essaye Standard de setzt und als fixer die les europäischen Staaten sich objectifs. Le geeinigt haben standard auf doit venir ein de l'Europe. Lorsque Klimaschutzgesetz, was les États ambitionierter européens se ist, sont mis da haben d'accord die sur une Chinesen loi gleich climatique nachgezogen. Also plus man sieht auch, wie ambitionnée, wichtig les es Chinois ist, tout dass de suite Europa hier in die Führung geht. ont Und das schaffen abondé wir dans le eben même auch sens. nur, Donc wenn là wir aussi, on vorher voit in der Lage l'Europe est sind, là, uns mais auch on auf y eine parvient gemeinsame seulement Politik zu si, au verständigen. préalable, on peut se Und mettre d'accord ich denke, sur mit une Blick auf die politique conjointe. Handlungsfähigkeit der Europäischen Voilà, Union, und das ist ja die zentrale l'Union Ausgangsfrage für européenne, die la mesure dans Konferenz, für laquelle die elle arrive Zukunftskonferenz, à das ist die agir. einzige C'est Frage, die important uns pour la leiten sollte, conférence de l'avenir. jenseits C'est von la seule ideologischen question qui devra Vorstellungen nous auf der einen oder servir anderen Seite, die sind d'orientation. nämlich Bon, gar il nicht y so a les interessant. idées Die schaffen oft nur Positionen, idéologiques. wo man Ça, irgendwie immer im c'est pas gleichen si Fahrwasser intéressant que ist. ça. Wenn wir es Ça a schaffen, die créé de Konferenz différentes dafür zu nutzen, diese positions. Frage Néanmoins, gut zu on reste beantworten, sur la même voie. Il wie faut qu'on garantieren wir die apporte Handlungsfähigkeit la der Europäischen réponse Union aux und questions wie vor suivantes. allem, Comment peut-on wie garantir que l'Union weiten wir européenne sie reste auch noch capable aus? d'agir? Wir Comment merken ja immer, peut-on dass wir auch an Grenzen geraten, zum Beispiel l'agrandir? On Syrien, voit gerade que in der Außen- vite und on se heurte à des Sicherheitspolitik. limites. Da könnten wir Prenons noch viel l'exemple enger de la Syrie. zusammenarbeiten. En Und wir sehen ja matière auch, wie de gut la es ist, PESC, wenn on es peut uns gelingt, coopérer wie im Fall jetzt von davantage. Et Belarus, on voit dans le wenn die cas de la 27 Bélarus, par Staaten exemple, schnell c'est bien gemeinsam si les handeln. 27 Das États ist für mich so ein soient en Stück mesure weit d'agir die rapidement. Blaupause, wo man Pour sagt, moi, da muss man c'est un peu le anknüpfen und da modèle müssen wir à gucken, dass wir suivre. auch Donc, c'est da à die nous de voir Europäische Union si là, zukunftsfester l'Union einfach européenne aufstellen. puisse être Meine organisée Kommission de wird sorte qu'elle eine est plus à même de geopolitische tenir bon Kommission à sein. l'avenir. Das sind die Worte, die Commission, ça va être une Frau commission von der Leyen, die géopolitique. C'était ça Kommissionspräsidentin, zu Beginn ihrer la Amtszeit devise de Madame gesagt von der hat. Leyen Was bedeutet lorsqu'elle dies est in entrée Zeiten, en in denen poste. Qu'est-ce que ça Russland, veut dire China, Sie haben China schon pendant une erwähnt, période où la die Russie, Europäische la Union Chine herausfordern? Was bedeutet es lancent des für défis à die l'Union Europäische Union, européenne? Qu'est-ce que geopolitisch zu ça sein? signifie donc pour l'Union européenne Ja, ich d'être géopolitique? muss wirklich sagen, dass Bon, dieses je Wort dois dire Geopolitik, ich que dachte ja, das wäre so ein géopolitique, eh Wort, bien, ce was mot-là, passt auf je Zusammenhänge croyais im 19. toujours oder vielleicht Anfang que des par ce 20. biais-là, Jahrhunderts, dass on das peut jetzt wieder so décrire oft kommt. des Das contextes liegt que nicht l'on a daran, dass eus wir uns au das gewünscht 19e hätten. siècle, début du Viele von 20e uns hätten siècle. ja die C'est pas Vorstellung quelque chose gehabt, qu'on a dass désiré, wir on avait sogar viel plutôt mehr auf l'idée que on Weltebene devrait in Zukunft regeln davantage können, être in der à l'échelon WTO mondial, und auf dans UN-Ebene generell. l'OMC, Wir sind aber à an einem l'échelon Punkt, wo des wir Nations merken, Unies, dass die mais nous sommes geopolitischen arrivés à un point Herausforderungen où zugenommen on se haben. rend compte qu'il So, y a de und plus en plus in de dieser Welt défis sich zu géopolitiques. bewähren, da ist Donc, es wichtig, dass tenir Ursula bon von dans der un Leyen tel eine monde, oui, c'est vrai, geopolitische Madame von Kommission der Leyen ausgerufen hat. a Jean-Claude lancé une Juncker, ihr Vorgänger, commission hat ja von einer politischen géopolitique. Kommission gesprochen. Jean-Paul Juncker, Das son heißt, dass die prédécesseur, a parlé plutôt Europäische d'une commission Union politique. sich Ça veut dire l'Union zunehmend bewähren européenne muss in einem doit Umfeld, tenir was bon eben nicht face à mehr des épreuves ja, so qui viennent einfach, d'un sagen wir mal, zu entourage qui handeln n'est ist, dass man plus sagt, man konzentriert si sich nur auf den maniable, Binnenmarkt si beispielsweise. Und selbst das ist facile eine que l'on große puisse se permettre Herausforderung, de se dass wir uns concentrer dort seulement sur le aufstellen, marché im intérieur. Et là internationalen aussi, c'est un Wettbewerb grand défi. eben Tenir bon face à la zunehmend compétence handlungsfähiger zu sein. internationale, Und être ich davantage en kann es mesure de einfach pouvoir immer wieder agir. nur betonen, wie Alors, wichtig je es ne peux ist, que dass gerade souligner à quel auch point in dem c'est Bereich Außen- important, und notamment dans Sicherheitspolitik le wir domaine jetzt de zu la PESC. Fortschritten kommen. Eh Es ist bien, gut, il faut dass que l'on unsere aboutisse à des Verteidigungsministerin, progrès. auch Notre Ursula ministre en von der matière Leyen de schon vorher défense, immer wieder eh bien, betont hat, wie voilà, wichtig auch eine lorsqu'elle a occupé europäische ce poste, là aussi, Armee Madame ist. von der Dazu Leyen a gehört dann toujours aber auch der souligné politische l'importance d'une Wille armée derjenigen européenne. Il Staaten, faut en die même dahinter temps stehen. la Und volonté von politique daher des sind États qui die se trouvent
trouve derrière. Donc, les modalités
de concertation en matière de la PESC, il faut donc des décisions prises par la majorité. Ça serait une approche importante. On en a longtemps parlé et le temps est mûr maintenant pour agir par rapport à cela. La conférence de l'avenir par rapport à ça est à même de proposer des solutions. Conférence d'avenir, c'est un processus qui se concentre sur le citoyen et ça doit être un processus dont le résultat est ouvert. Il y en a qui se posent la question de savoir ce qu'on fait à la fin avec les résultats de la discussion. Pourriez-vous en dire davantage? J'imagine la chose comme suit. À la fin de la conférence, pour les 10 blocs thématiques, on va recevoir un rapport complet par rapport à ce qui a été discuté lors des différents forums. L'Union européenne, où est-ce qu'elle a besoin de plus de compétences afin d'être en mesure d'agir? Donc en printemps 2022, cela va bel et bien être le cas. Et par rapport à ces résultats, il va falloir que des conclusions concrètes soient tirées. C'est la tâche des institutions. Veiller à ce que de tels modèles puissent être élaborés. Merci Madame Laike de cette conversation intéressante. Merci d'avoir pris le temps pour nous et on envoie nos salutations à Hanau, amitié à Hanau. Merci à vous, merci à la Fondation Konrad Adenauer. Je souhaite encore un bon déroulement à la conférence. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes à nouveau de retour ici avec notre conférence en direct. Ensemble avec Alexandre, on va évaluer les résultats des sondages. On commence avec la première question. La participation civique en 2050 se présentera comment? Le résultat est clair. 92% disent qu'il nous faut un mélange des formes numériques et analogues de la participation civique. Alexandra, qu'est-ce que tu en dis? C'est un résultat intéressant. L'avenir va être numérique. La numérisation, c'est un processus que l'on ne peut plus arrêter. C'est un grand défi. Et ce qui est important, c'est de regarder l'ensemble de la société, de ne laisser personne derrière. Voilà, online, offline, il faut que l'on soit ensemble par le biais de la pandémie. Nous avons vécu une poussée vers la numérisation aussi pour ce qui concerne la participation civique. Donc, on essaye de traduire les formats vers les numériques. Si 7 personnes se rencontrent, il y a 7 fenêtres sur Zoom qui s'ouvrent. Dans les années à venir, il va y avoir des nouveaux chemins pour le sujet de la numérisation. On a parlé aujourd'hui de Open Government. Une contribution importante, c'est Open Government Partnership, une initiative internationale pour promouvoir davantage de transparence et de participation par rapport à l'action de l'État. 78 États participent. La Fondation Konrad Adenauer soutient Open Government Partnership, accompagne les mesures de la gouvernement fédéral, notamment par rapport à Open Data. Très intéressant. Le travail honorifique, c'est une forme de participation civique et c'est très important pour la Fondation. Tous les boursiers de la Fondation CAS ont aussi un poste honorifique. Un autre point fort de la CAS, c'est l'art. Il y a aussi une bourse pour les artistes. Lors de notre sondage consacré au sujet de l'art, on a aussi posé une question par rapport à la participation civique et par rapport absolut. Das haben wir auch hier gesehen in Greifswald. L'art, oui, ça peut être une forme. L'art aussi peut être une forme de la participation civique. Les artistes s'occupent des sujets. Voilà, c'est un petit peu celui qui rencontre des changements, qui rencontre des évolutions au sein de la société. C'est le séismographe en quelque sorte de la société. Donc les artistes utilisent l'art pour exprimer des points de vue. L'art, c'est une manière d'exprimer des choses. Alors, des conditions cadres
sont là. La Fondation soutient des artistes. Bon, l'engagement civique, à ce propos, je voudrais aussi réagir. Bon, ça vaut de l'or pour la démocratie, car l'engagement civique, cela permet de surmonter des tranchées aussi dans le contexte international et jumelage entre les villes, entre les régions, là où des fois la politique reste sans voix, l'engagement civique n'est pas à sous-estimer, joue un rôle important. Il y avait un troisième point important. On a parlé de la conférence de l'avenir. Alors, cette tendance claire de nos spectateurs est la suivante. Ça a l'air très, très intéressant. Mais moi, je me pose la question suivante. La participation civique, tu la vois où? À l'échelon local, à l'échelon fédéral, ou bien plutôt à l'échelon européen. Tous les niveaux que tu viens d'évoquer sont importants. On l'a bel et bien vu aux élections européennes 2019. Le taux de participation était plus élevé que jamais. 200 millions de personnes et tout ça pour cette conférence de processus par rapport à l'avenir de l'Europe. Madame Leickert l'a dit, c'est une bonne opportunité pour donner des impulsations, des incitations pour connaître les positionnements de l'autre et pour faire de la publicité pour ses propres positionnements. Trouver des questions, pour trouver des réponses par rapport aux questions de l'avenir, non seulement refléter le passé, donc c'est important de s'engager, donc participer à ce processus civique. Merci Alexandre, on arrive à la fin de notre bloc thématique participation. Il y a une pause qui nous attend à 19h. On continue avec M. Lammert, M. Laschet, donc s'il vous plaît, revenez à 19h. On continue à 19h.